Je m'appelle Marc. J'ai 38 ans, je suis ambulancier à plein temps et père à plein temps de 2 petites filles qui représentent tout pour moi. Jusqu'à il y a peu, j'étais aussi marié et pas n'importe quel mari. J'étais le mari fier, loyal, absolument épris d'une femme que je considérais comme la meilleure chose qui me soit arrivée. Elle s'appelle Lise. Lise était le genre de femme qui entrait dans une pièce et faisait oublier aux gens ce qu'ils disaient. Elle avait ce charme naturel qui la rendait presque magique. De longs cheveux bruns qui semblaient toujours sortis d'une pub pour shampoing, des yeux verts pétillants qui pouvaient vous glacer ou vous faire fondre selon l'humeur, et ce corps fin et tonique grâce à la gestion de son studio de yoga à plein temps. Elle se déplaçait comme si elle tenait la gravité en laisse. Les gens l'adoraient. Inconnus, amis, mes parents, collègues et même les institutrices des filles vantaient sa grâce et sa douceur. Et oui, elle savait être douce quand elle le voulait. Quand les projecteurs étaient braqués sur elle, Lise était rayon de soleil. Mais quand nous n'étions que tous les deux, il m'a fallu du temps pour réaliser qu'elle pouvait éteindre cette chaleur comme on éteint une lampe. Pourtant, je me persuadais que personne n'était parfait, et que ce que nous avions suffisait largement. Lise et moi nous sommes rencontrés grâce à un ami commun lors d'un barbecue organisé par un collègue ambulancier. Elle n'était pas censée venir, elle remplaçait quelqu'un qui s'était décommandé à la dernière minute. Elle est arrivée en simple débardeur et jean, cheveux attachés en chignon désordonné, sans maquillage. Et malgré tout, tous les gars dans le jardin ont fait un double take. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention, mais elle l'était. Je tenais une assiette de travers de porc quand elle s'est approchée et m'a demandé si le poulet était vraiment cuit cette fois, ce qui m'a fait rire parce que c'était moi qui l'avais grillé. C'était notre première conversation. Elle s'est moquée de ma cuisine. J'étais accro. Il n'a pas fallu longtemps pour que nous sortions ensemble. Elle semblait toujours si intéressée par moi, pas seulement les trucs de surface, comme mon boulot ou ma fréquence à la salle, mais des choses plus profondes. Elle posait des questions sur le moment le plus dur de ma garde, l'appel le plus bizarre que j'ai eu, ou comment je gérais quand un patient ne s'en sortait pas. Je me souviens penser, elle me voit vraiment. Elle écoutait, ou du moins elle en donnait l'impression. Notre relation a filé vite. En un an, nous étions fiancés. Mariés 6 mois plus tard. Elle a presque tout organisé seule, une petite cérémonie dans un chalet dans les Alpes. C'était pittoresque. Elle ressemblait à une reine des forêts dans sa robe, cheveux détachés, pieds nus pour les photos. J'ai encore une de ces photos rangée dans un tiroir que je n'ai pas ouvert depuis des mois. Nous avons acheté une maison modeste en banlieue, avec un grand jardin clôturé et une véranda qu'elle a décorée de petits pots de plantes et de guirlandes lumineuses. Nous n'étions pas ostentatoires. Pas de voiture de luxe ni de post Instagram. Juste 2 personnes qui construisaient une vie tranquille, du moins je le croyais. Quand les jumelles sont nées, j'ai cru notre vie complète. 2 magnifiques filles avec ses yeux et mon entêtement. Nous nous relayions pour les couches et les biberons, toujours fatigués, toujours en apprentissage. Je travaillais de nuit à l'époque, donc j'ai raté beaucoup de moments, mais Lise me tenait au courant avec des photos et de doux mots dans le sac à langer. Elle m'envoyait des textos en plein milieu de ma garde, les 2 filles dorment enfin. Tu me manques. Ou, elle m'a renversé du jus sur le tapis et elle a essayé de nettoyer avec du yaourt. Chaos total. Je t'aime. Je vivais pour ces messages. Nous n'étions pas le couple qui sortait dîner chaque semaine. Notre soirée en amoureux, c'était pizza surgelée et une vieille comédie vue 100 fois. Pendant le Covid, nous nous sommes mis à faire du pain au levain enfin, moi surtout. Lise se moquait de mon bébé pain, comme d'une expérience scientifique. Mais elle le mangeait avec un petit sourire et disait « Ok, c'est pas mal ». Nous randonnions le week-end quand le temps le permettait. Les filles adoraient. Lise préparait un mélange de fruits secs et des pommes, et nous partions dans les Alpes laisser les filles escalader des rochers et jeter des feuilles. Elle portait un coupe-vent vert qui allait avec ses yeux, et je me souviens un jour, en la regardant porter une des filles sur la hanche, penser « Comment ai-je eu autant de chance ?» Avec le recul, je crois que j'étais trop focalisé sur la gratitude. Trop pris dans l'image de ce que nous étions, ce que je croyais que nous étions. Je voulais croire que l'amour que nous avions était inébranlable, comme les couples des vieux romans ou ceux qu'on voit à l'église, mariés depuis longtemps. Je croyais en cet amour-là. Je croyais en elle. Je la regardais dormir et me demandais comment quelqu'un pouvait être à la fois époustouflant et à moi. Ça semble ringard, mais je pensais vraiment avoir tiré le jackpot. Ce n'était pas seulement son physique et même si oui, elle était sublime, c'était sa façon de se tenir.
Elle avait une assurance qui frôlait l'arrogance, mais qui vous faisait vous sentir chanceux d'être dans son orbite. Mes amis plaisantaient en disant que Lise était hors de ma ligue, et je riais, faisais semblant d'être d'accord. Mais au fond, je croyais que nous étions parfaits l'un pour l'autre. Nous nous équilibrions. J'étais calme, elle était feu. J'étais stable, elle était imprévisible. Ça rendait la vie intéressante. Si seulement j'avais su. Mais à l'époque, je ne posais pas de questions. Je ne fouillais pas. Je ne doutais pas d'elle. J'étais juste un homme amoureux d'une femme qui jouait le rôle à la perfection. Et j'étais heureux béatement, stupidement heureux. Lise m'a parlé de l'expo une semaine avant. C'était un salon bien-être à Lyon en 3 jours, obligatoire pour tous les responsables de studios affiliés à une grande marque santé avec laquelle elle collaborait. Je me souviens être assis à la table de la cuisine, en train de manger du chili réchauffé, quand elle l'a évoqué comme une banalité du calendrier. Il m'oblige à y aller, a-t-elle dit, mi-agacée, mi-résignée. J'ai essayé de m'en sortir, mais ils disent que tous les responsables régionaux doivent venir. Elle m'a fait un roulement d'yeux exagéré comme si c'était la dernière chose qu'elle voulait. Au début, je n'y ai pas prêté attention. J'ai hoché la tête et dit, d'accord, ça ira. Tiens-moi au courant. Elle a tendu la main par-dessus la table et pris la mienne. Je déteste vous laisser, toi et les filles. Sérieux. 3 jours seulement, mais ça me semble déjà trop long. C'est ce qu'elle a dit. Mais ensuite, les valises ont commencé. Elle a sorti la bonne valise, pas celle qu'on utilisait pour les courts séjours en famille, mais la nouvelle, élégante, qu'elle avait achetée, pour les apparences professionnelles. Puis il y a eu la virée shopping, juste pour prendre des trucs format voyage. À son retour, elle avait un sac rempli de nouveaux produits shampoing haut de gamme, une crème hydratante de luxe qu'elle n'avait jamais utilisée, et quelques sacs de magasins de vêtements que je ne connaissais pas. Ensuite, elle a pris rendez-vous pour une épilation, ce qu'elle ne faisait que pour les vacances à la plage ou un anniversaire. Quand j'ai haussé un sourcil, elle a ri. Je me sens crade ces temps-ci. Ce n'est pour personne. Je veux juste me sentir mieux dans ma peau, c'est tout. Je n'ai rien dit. Je voulais la croire. Puis elle a sorti le parfum. C'était le flacon que je lui avais offert l'année après notre mariage. Il était resté presque intact dans le tiroir de la salle de bain, trop lourd, pour un usage quotidien, disait-elle. Soudain, il était vaporisé sur son écharpe, son manteau, même à l'intérieur de sa valise. Je ne pouvais plus entrer dans la salle de bain sans être assailli par ce parfum familier, celui que je n'avais pas senti depuis des mois. J'aurais dû poser plus de questions. Mais au lieu de ça, je l'ai aidé à fermer sa valise la veille de son départ. Le lendemain matin, elle a embrassé les filles sur le front, leur a dit de se tenir bien, et m'a fait un long câlin à la porte. Elle portait du rouge à lèvres. Pas son baume habituel, mais du vrai rouge et un sourire assorti qui semblait poli. Répétez. Elle m'a serré la main. Texte-moi quand tu les récupères à l'école, ok? Promis. Et j'appelle ce soir. Juré. Elle est montée dans la voiture qui l'emmenait à l'aéroport, et pendant une seconde, je suis resté là, sans savoir pourquoi je me sentais soudain mal à l'aise. Quelque chose clochait. Le parfum. La robe qu'elle avait emballée. La façon dont ses yeux fuyaient quand elle disait au revoir. C'était mon premier pincement au ventre. Mais je lui faisais confiance. Je me disais d'arrêter d'être ridicule. C'était ma femme. La mère de nos filles. Nous avions bâti une vie ensemble. Pas de secret entre nous. Je me le répétais comme une prière. Ce soir-là, j'ai couché les enfants et commencé à ranger les jouets. La télé diffusait un truc auquel je ne prêtais pas attention, et mon téléphone a vibré sur le plan de travail. C'était un message de Romain, un gars avec qui j'avais bossé quand je faisais quelques gardes aux urgences. Il était passé à la sécurité hospitalière. On n'était plus très proches, mais on prenait des nouvelles de temps en temps. Son message disait juste: « Salut frangin, Lise est bien à ce salon bien-être cette semaine ?» J'ai répondu: « Ouais, pourquoi ?» La réponse est arrivée vite. Je crois que je viens de la voir au bar, avec un mec, genre, avec un mec. Mon estomac s'est retourné. Ma première réaction, confusion. Bar? Lise m'avait dit réunion, dîner avec d'autres responsables de studio, planning chargé. Avant que je puisse digérer, mon téléphone a vibré encore. Photo.
J'ai ouvert la première. Lise, debout à une table haute de bar, verre à la main, en train de rire. Maquillage complet, cheveux bouclés, dans une robe noire moulante que je n'avais jamais vue, certainement pas dans la valise. Le genre de robe qui ne laisse pas grand-chose à l'imagination. Elle était si proche d'un mec que je n'ai pas reconnu tout de suite, penché vers lui comme s'il partageait une blague privée. La seconde photo est arrivée juste après. Celle-là a tout arrêté. Lise et le mec et Eric. C'est là que j'ai compris qui c'était. Eric animait les cours de spinning dans son studio. Elle l'avait mentionné 2-3 fois. Eric est hilarant, avait-elle dit une fois. Super branché fitness, un peu intense, mais inoffensif. Inoffensif. Sur cette photo, ils s'embrassaient. Pas un bisou rapide. Pas un accident d'ivresse. Sa main à lui sur sa cuisse, sa main à elle sur sa nuque, l'attirant. Le genre de baiser qui dit que ce n'est pas la première fois. J'ai fixé cette photo comme si c'était écrit dans une autre langue. Mon cerveau n'arrivait pas à suivre. Je n'ai pas répondu à Romain. Je n'ai même pas cligné des yeux pendant 1 minute. Je suis juste resté là, seul dans ma cuisine, avec les dessins animés en fond, la maison silencieuse sauf le bourdonnement du frigo et le battement de mon pouls dans mes oreilles. C'est là que la pièce a commencé à tourner. Pas vite, pas vertige, plutôt comme si tout s'était incliné d'1 centimètre à gauche sans prévenir. Je me suis assis à la table et ai posé mon téléphone face contre bois. J'ai fixé la surface en bois devant moi, suivant la petite rayure, celle que notre fille avait faite en laissant tomber son camion de pompier pendant le petit-déj. Cette table avait porté des gâteaux d'anniversaire, des puzzles tardifs, des cafés du matin, et maintenant, silence. Cette nuit-là, je n'ai pas dîné. Je n'ai pas appelé Lise. Je n'ai même pas fini de ranger les jouets. Je suis juste resté là, dans une maison qui soudain ressemblait à la vie de quelqu'un d'autre, à me demander depuis combien de temps je me berçais d'illusions. La première égratignure sur le fantasme s'était formée. Et elle commençait déjà à faire mal. Je me suis raconté toutes les versions de la vérité sauf la vraie. Je voulais croire à une explication innocente, même si rien ne collait. Je connaissais Eric. Pas bien, mais je l'avais croisé 1 ou 2 fois. Le genre à porter des hoodies sans manches et à parler de ses apports en protéines comme d'une expérience spirituelle. Ce n'était pas le type de Lise, du moins je le pensais. Mais en fait, je ne savais même pas que Lise avait un type en dehors de moi. Je me disais qu'une fois marié, qu'une fois une vie construite, les types n'avaient plus d'importance. J'ai fini par prendre mon téléphone et l'appeler. Ça a sonné 4 fois, puis messagerie. J'ai attendu quelques minutes, me disant qu'elle était peut-être en plein dîner de groupe, réunion, un truc avec les autres responsables de studio. J'ai rappelé 15 minutes plus tard. Même chose. Je lui ai envoyé un texto. Tout va bien? Je check juste. Appelle-moi quand tu peux. 1 heure est passée. Rien. Puis une autre. Quand les petites bulles grises sont apparues, ça faisait presque 2 heures. Son message. Désolé chérie. Soirée chargée. Je viens de finir le dîner. Je t'aime. C'est tout. Pas de « tu me manques », pas d'excuses pour les appels manqués, pas de questions sur les filles. Juste ça. J'ai fixé l'écran, essayant de décider si je surréagissais. Peut-être qu'elle était vraiment prise par le boulot. Peut-être qu'elle n'avait pas vu les appels. Peut-être que son téléphone était en silencieux. Mais aucune partie de moi n'y croyait vraiment. Pas après ce que j'avais vu. Pourtant, j'ai répondu. Content que tu passes une bonne soirée. Les filles te manquent. Pas de réponse après. Juste silence. Je me suis assis sur le canapé dans le noir, la télé diffusant une vieille sitcom qui semblait appartenir à un autre monde. Les filles dormaient depuis des heures. La vaisselle était faite. Les jouets rangés. Tout était à sa place sauf mon esprit. C'est là que je me suis souvenu de l'appli. Il y a 1 an environ, j'avais installé un traceur de localisation sur le téléphone de Lise. Pas parce que je ne lui faisais pas confiance, pas à l'époque en tout cas, mais parce qu'elle avait perdu son téléphone 2 fois et plaisantait toujours sur le fait qu'elle avait besoin d'une laisse numérique. J'avais configuré l'appli pour pouvoir le retrouver depuis mon ordi si jamais il disparaissait encore. Je ne l'avais pas vérifié depuis des mois. Maintenant, j'ai ouvert mon ordinateur portable et lancé le tableau de bord. Ça chargeait lentement,
l'icône tournante me laissant le temps de me demander si j'allais commettre une erreur. Si l'ignorance valait vraiment mieux que trop savoir. Mais ça a chargé. Le point qui était le téléphone de Lise clignotait régulièrement, pile au cœur de Lyon. Au premier regard, ça ne disait pas grand-chose. Juste la localisation à un hôtel-boutique à 10 minutes du centre de congrès. J'ai cliqué sur l'onglet historique. L'appli affichait un journal de tous les endroits où son téléphone était passé depuis son arrivée. Chaque déplacement. Chaque arrêt. Ce que j'ai vu a rendu la pièce silencieuse dans ma tête. Son téléphone avait été dans le même hôtel 3 nuits de suite. Même endroit. Même étage. Même numéro de chambre. Des pauses courtes dans la journée, le centre de congrès, un resto, un café bien-être, mais chaque soir, elle retournait dans cette chambre et y restait jusqu'au matin. Ce n'était pas juste où elle dormait. C'était où elle vivait ces 3 jours. J'ai cherché l'hôtel en ligne. Ce n'était pas celui qu'elle m'avait dit que la boîte avait réservé. Elle avait parlé d'un hôtel d'affaires près du lieu, avec chambre partagée et navette. Mais celui-ci était différent. Boutique, arty, plein de personnalités. Suite royale, baignoire spa, service vin inclus. J'ai parcouru les photos sur leur site, imaginant Lise traverser le hall, dans cette robe noire moulante, la main au bras d'Eric comme pour un week-end romantique. Ça m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Pourtant, même avec les preuves sous les yeux, photos, messages, données de localisation, une partie de moi refusait encore d'y croire. Je me disais, il doit y avoir plus. Peut-être qu'elle l'a rencontré pour le boulot. Peut-être que le baiser était une erreur stupide. Peut-être que c'était une fois. Peut-être qu'ils étaient sous. Peut-être. Ce mot tournait comme un vautour, peut-être. J'ai fermé l'ordi et suis resté dans le silence, fixant le portrait de famille accroché au-dessus de la télé. Une de ces séances photo pro qu'on avait faites à l'automne, les filles en robes assorties et Lise en pull blanc doux. Son sourire était large, yeux pleins de lumière, bras autour de ma taille comme si nous étions exactement ce que le monde pensait. Cette image s'est gravée dans mon cerveau. Je voulais être en colère, mais ça n'était pas encore là. J'étais encore dans cet espace étrange où le corps c'est quelque chose que le cœur refuse d'accepter. Où on se surprend à vérifier l'heure, se demandant quand elle appellera, même après l'avoir vue avec un autre. Je me suis couché avec ce sentiment, à cette réalisation froide, lancinante que quelque chose n'allait pas, et que les choses ne seraient peut-être plus jamais comme avant. Même si j'avais vu assez pour commencer à défaire la vérité, je n'étais pas prêt à tirer tout le fil. Je n'étais pas prêt à l'admettre. Pas encore. Parce que si je l'admettais vraiment, alors tout ce en quoi je croyais sur notre mariage s'effondrerait. Et je n'étais pas sûr de pouvoir le supporter. Pas encore. Lise est rentrée avec sa valise dans une main et un café dans l'autre. Les filles ont couru vers elle, rire et bras tendus, et elle s'est penchée pour les serrer comme si ces 3 jours n'avaient jamais existé. Je suis resté dans la cuisine, essayant de sourire en la regardant faire comme si de rien n'était. Elle a croisé mon regard, m'a offert un sourire doux et dit « Je t'ai manqué ?» Je me suis approché, l'ai serré vite et ai répondu « Bien sûr ». Elle était rayonnante, comme quelqu'un qui revenait d'un spa, pas d'un événement pro. Peau éclatante, cheveux fraîchement coiffés, maquillage encore léger et parfait depuis le trajet. Même sa voix était plus légère, comme si elle avait laissé tout son stress quelque part en route et ramené une nouvelle version d'elle-même. « Mon Dieu, je suis épuisée », a-t-elle soupiré en posant son sac près de l'escalier. Ce voyage était brutal. J'ai hoché la tête. « Tu veux t'allonger un peu ?» Elle a souri, s'est approchée et a passé les bras autour de moi. « Seulement si tu viens avec moi », a-t-elle murmuré de cette voix chantante qu'elle prenait pour faire sa mignonne. Cette voix me faisait fondre avant. Mais là, elle me donnait la chair de poule. J'ai joué le jeu. Je lui ai dit que je devais d'abord m'occuper de 2-3 trucs, puis je monterais. Elle n'a pas insisté, m'a juste embrassé la joue et est montée défaire sa valise. Le reste de la journée s'est déroulé comme n'importe quel autre. Dîner avec les filles, bain, histoire du soir. Lise riait au bon moment, demandait ce qu'elles avaient fait en son absence, me félicitait d'avoir tenu la baraque. Pour un observateur extérieur, c'était une maison heureuse. À l'intérieur, je me désagrégeais en silence. Les jours suivants, je me suis tenu à la routine. École, garde, devoirs, ménage, bisous du soir à Lise. Tout normal. Je souriais quand il le fallait.
Je faisais des blagues au dîner. Je gardais léger. Mais derrière chaque mot, je l'observais. J'écoutais. J'étudiais le changement de ton quand son téléphone s'allumait, la façon dont elle inclinait l'écran quand elle tapait, comment son humeur montait sans raison quand elle pensait que je ne regardais pas. Je ne l'ai pas confrontée. Pas posé de questions. Je ne voulais pas de mensonges. Je voulais des preuves. Je ne suis pas un pro de l'informatique, mais je sais trouver des outils quand il le faut. Cette semaine-là, j'ai téléchargé un logiciel qui miroirait les données de son téléphone sur un cloud sécurisé. Discret, indétectable. Je l'ai installé pendant qu'elle était sous la douche, lui ai dit que je mettais à jour ses applis pour que nos calendriers se synchronisent mieux. Elle a à peine levé les yeux de son Vanity et a répondu « Tout ce qui t'aide à t'organiser, chérie ». Cette nuit-là, je suis resté longtemps sur mon ordi après que tout le monde dormait, à parcourir le flux de données qui arrivait. Appels, textos, photos, notes vocales. Tout y était. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais, mais je me disais que ça ne prendrait pas longtemps. J'avais raison. À la fin du deuxième jour, j'avais des dizaines de textos entre elle et Eric. Certains banals. Mise à jour studio, planning de cours, blagues. Puis venaient ceux qui me retournaient l'estomac. Messages tardifs avec des émojis qu'elle ne m'envoyait plus depuis des années. Photos de lui torse nu à la salle. Phrases comme « Je pense encore à hier soir » et « Tu es impossible à oublier ». Puis la photo qui a brisé ce qu'il me restait. Un selfie depuis le téléphone d'Eric. Lise, allongée dans notre lit. La pièce était reconnaissable. La couette que sa mère nous avait donnée, la tête de lit en bois que j'avais fabriquée moi-même. Et elle, posant cheveux détachés, lèvres légèrement boudeuses, yeux mi-clos. Légende? Il croit que je dors. Je lui ai fait le bisou d'adieu parfait. Tu me manques déjà. Elle signait d'un petit nom. Ange. C'était mon nom. Elle m'appelait comme ça quand elle se blottissait sur le canapé après une longue journée, quand nous restions tranquilles à regarder les filles jouer. Maintenant, elle l'utilisait pour lui. Je ne pouvais plus respirer. Comme si quelque chose pesait sur ma poitrine et refusait de partir. J'ai fermé l'ordi, me suis levé, et ai atteint le couloir avant que mon estomac se retourne. J'ai à peine eu le temps d'arriver aux toilettes. Penché sur l'évier, j'ai fixé le siphon, espérant que la nausée passe. J'ai passé de l'eau froide sur mon visage, essayé de me regarder dans le miroir, mais je n'ai pas tenu mon propre regard. Mes mains tremblaient, mon cœur battait la chamade. Je ne pensais qu'à « c'est notre lit. Notre chambre. L'espace que nous avions bâti, le seul endroit censé être sûr. Je n'ai pas dormi de la nuit, assis dans le salon avec juste la lumière du perron qui filtrait à travers les stores. Mon esprit repassait en boucle chaque moment que j'avais ignoré, chaque fois où j'avais balayé un drôle de pressentiment. Les soudaines réunions yoga, les nouvelles tenues, la façon dont elle avait recommencé à porter du parfum pour « booster son humeur ». Les signes étaient là. Je n'avais pas voulu les voir. Cette semaine-là, j'ai tout rassemblé. Chaque message, chaque note vocale, chaque photo qu'elle envoyait. J'ai regardé la femme que j'aimais s'éloigner de moi fichier après fichier, pendant qu'elle m'embrassait encore pour dire au revoir le matin et me remercier de plier le linge le soir. Elle n'avait aucune idée de ce que je savais. Et moi, aucune idée de combien de temps je pourrais continuer à faire semblant. Les photos, celle-là frappaient comme un marteau. Mais ce qui suivit fut une trahison dont je n'imaginais même pas avoir la capacité. Je pensais avoir touché le fond avec Eric. Pensais que le pire était derrière. J'avais tort. Ça allait plus profond. Ça va toujours plus profond quand on croit avoir tout vu. Ça a commencé par un nom. Benoît. Je l'avais entendu Lise le prononcer en passant. Monsieur Benoît veut voir le nouveau design. Ou, Benoît pense qu'on pourrait agrandir si on ajoute un bar à jus. C'était le plus gros investisseur de son studio, un promoteur immobilier riche qui avait racheté la moitié des immeubles du centre-ville et joué au sauveur de la santé communautaire en finançant des programmes yoga et des salons bien-être. Plus âgé. Marié. Grande maison dans les collines. Sourire de vendeur de voitures d'occasion et dents trop blanches pour son âge. Je n'y avais jamais prêté attention. Pour moi, c'était juste un autre mec plein aux as qui faisait semblant de se soucier du bien-être pour se faire bien voir. Il sponsorisait son affaire, donc je pensais qu'il restait en retrait sauf pour signer les chèques ou poser avec un ruban à couper.
Puis j'ai commencé à voir son nom dans ses messages aussi. Le ton était différent. Là où Eric était émoji et charme décontracté, Benoît était délibéré. Presque possessif. Message court. Question. Tu es seul? Rejoins-moi après. Même chambre? Pas de flirt. Direct. Pas de place au doute. Et elle répondait pareil. 10 minutes. J'arrive. Tu me manques ce bruit que tu fais quand? Je n'ai pas pu finir. J'ai appelé Romain et lui ai demandé une faveur que je n'aurais jamais cru ni digne. Tu as toujours ce contact dont tu parlais, celui qui aide à comprendre quand quelque chose cloche. Il a su tout de suite. Je passe un coup de fil, a-t-il dit. Mais attention, si tu veux vraiment la vérité, prépare-toi à l'encaisser. Je lui ai dit que j'étais prêt. Il m'a mis en contact avec un détective privé nommé Bruno. Look soigné, voix calme, posait plus de questions qu'il ne répondait au début. Je lui ai tout raconté, ce que j'avais trouvé, ce que je soupçonnais. Je lui ai donné accès au log de messages, photos, dates, lieux. Il a pris des notes tout du long, hoché la tête, et dit qu'il reviendrait vers moi. 1 semaine. Puis 2. J'essayais de ne pas y penser, mais ça me rongeait chaque heure où je n'étais pas au boulot ou avec les enfants. Chaque fois que Lise me souriait, chaque fois qu'elle m'appelait « chérie », ça me donnait la nausée. Et je souriais en retour. Parce qu'il le fallait. Puis Bruno a appelé. « Marc, j'ai ce que tu as demandé. Tu es sûr de vouloir voir? » « Envoie, ai-je dit. Il n'a pas envoyé par mail. Il est venu chez moi. A dit préférer livrer les dossiers sensibles en face à face. S'est assis en face de moi à la table de cuisine pendant que les filles faisaient la sieste à l'étage. Il a glissé une clé USB sur la table. Tu vas vouloir être seul pour ça. Il est parti, et je suis resté là à tenir ce petit bâton noir comme s'il allait me mordre. J'ai fini par le brancher sur l'ordi et ouvrir le dossier principal. Fichier vidéo. Photo. Log audio. Date. Horodatage. Le détective avait été minutieux. J'ai commencé par les photos. Série d'images montrant Lise entrant dans un hôtel boutique, le même que dans les logs de localisation. Parfois avec Eric. Parfois avec Benoît. Parfois les deux. À chaque fois, elle semblait une autre femme. Cheveux coiffés pile-poil, robe différente, talons que je ne connaissais pas. Jamais le jogging et chignon ou des soirées à la maison. Puis j'ai ouvert le dossier « Balcon ». Cette vidéo a tout changé. Lise était dehors, sur le balcon d'une suite chic avec porte-fenêtre et vue parfaite sur la ville. Eric était là. Benoît aussi. Et elle souriante, insouciante, entre eux comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Les images de Bruno n'avaient pas besoin d'être explicites. Juste la voir avec eux, sa façon de bouger, de les regarder, ça suffisait. Pas besoin de son ni de mots pour comprendre. Elle n'était pas hésitante. Pas incertaine. Elle était à l'aise. Présente. J'ai mis pause. Mon cœur battait comme si j'avais couru en montée avec un sac à dos. Je me suis levé, et fait les 100 pas dans la cuisine, essayé de respirer. Puis je suis revenu et ai relancé. Ça confirmait ce que je refusais de croire, ce n'était pas une erreur ou un accident. C'était un choix. Qu'elle faisait encore et encore, avec les deux. J'ai fermé l'ordi lentement et me suis adossé à ma chaise. Mes poings étaient serrés. Ma mâchoire crispée. J'avais encore la nausée, mais je n'ai pas bougé. Je suis juste resté là. Il y a un moment dans la vie de chaque homme où quelque chose s'éteint à l'intérieur, pas par faiblesse, mais parce qu'on s'est brûlé trop souvent au même endroit. Ce moment m'a trouvé sur cette chaise. Tout ce que je croyais sur Lise, tout ce que je pensais savoir, c'était fini. Juste descendre. Je pensais que c'était peut-être une mauvaise décision. Une erreur. Un écart. Mais ça? C'était un schéma. Une routine. Une double vie avec non pas un, mais 2 hommes. L'un étant le père de 3 enfants mariés qu'elle appelait « mentor » en public, l'autre le musclore qui faisait des blagues sur les smoothies. Je ne voulais pas entendre ses excuses. Pas d'histoire répétée sur comment les choses étaient devenues compliquées. Je connaissais déjà la vérité, et elle était plus forte que tout ce qu'elle aurait pu dire. Elle n'était pas désolée. Pas encore.
On ne fait pas ça par accident. Ce genre de trahison ne se produit pas du jour au lendemain. C'est en couche. Planifié. Répété. Choisi. Et c'est ça qui m'atteignait. Elle l'avait choisi. À chaque fois. Elle les avait choisis, eux. Alors j'ai choisi de répondre de la seule façon qui me semblait juste. J'ai tout documenté. Ça a commencé par organiser ce que j'avais. J'ai créé des dossiers pas sur son ordi, pas sur mon PC pro, mais sur un disque séparé, caché et sécurisé. Un dossier photo. Un message. Un clip audio. Un log hôtel. Un vidéo. Tout sauvegardé 3 fois. Je savais que je n'étais pas le seul à mériter de savoir. Benoît était marié. Je me souvenais d'une photo encadrée de lui et sa femme au mur lors d'un dîner de donateurs. Sa femme s'appelait Marianne. Femme élégante. Voix douce, portait des perles comme accessoire standard. Elle parlait à Lise comme à une égale. Je me souviens même qu'elle lui avait demandé si elle voulait des conseils pour ouvrir un autre studio un jour. Lise avait souri poliment, dit « ce serait génial », et m'avait regardé comme si c'était juste du bavardage. Marianne vivait dans le Vermont. Ils avaient une maison d'été là-haut. Grâce à des recherches et l'aide de Bruno, le détective, j'ai eu son adresse postale. Pas dur. La vie de ces gens est publique sans qu'ils s'en rendent compte. La femme d'Éric était plus simple. Elle s'appelait Michel, et elle était partout sur les réseaux, photos de famille, citations inspirantes, réels mignons de leurs bambins dansant en pyjama. Ils vivaient dans un quartier au bord du lac en banlieue de Boston. Le genre d'endroit avec bulletins de quartier et apéros sur les terrasses. Elle semblait être le genre de femme qui planifie les anniversaires 3 mois à l'avance et fabrique ses propres décos. J'ai tout imprimé. Chaque paquet faisait plus de 2 cm d'épaisseur. J'ai acheté 2 classeurs solides, les ai étiquetés discrètement, et remplis de vérité. Je n'ai rien omis. Texto avec petit nom. Reçu d'hôtel. Horodatage photo. Log de localisation. Capture d'écran d'événements, calendrier étiqueté, réunion, étirement, qui n'en était pas. Je les ai envoyés en priorité. Pas d'adresse de retour. Pas de mots. Juste la vérité dans une pochette zippée. Après, je me suis assis à mon bureau et ai ouvert mes mails. J'ai créé un nouveau compte avec un nom intraçable. Quelque chose de générique. Pas de signature. Le sujet était simple. Je pense que vous devriez savoir. Le corps n'était pas long. J'ai écrit. Désolé que vous deviez voir ça. Je sais que c'est beaucoup. Mais si les rôles étaient inversés, je voudrais que quelqu'un me dise la vérité. Puis j'ai joint les fichiers. Dossier plein de tout ce que j'avais collecté. J'ai tout revérifié. Ajouté des liens vers du stockage cloud. Protégé par mot de passe, bien sûr, avec le mot de passe clair dans le mail. Puis je me suis reculé, et fixé l'écran, et cliqué « Envoyer à tous ». Mais je n'avais pas fini. Lise avait bâti toute une image publique autour de son studio. Elle se vendait comme une figure bien-être saine, terre à accent grave terre. Quelqu'un qui prêchait l'énergie, l'alignement, la paix intérieure. Son Instagram était un sanctuaire de smoothies verts et citations inspirantes sur l'honnêteté et « trouver sa vérité ». Alors j'ai envoyé le même mail légèrement adapté à tous ses gros clients. Membre premium de ses cours, sponsor, partenaire de retraite yoga. Et oui, sa mère. Je n'ai pas enjolivé. Pas menacé. Pas un mot dur. J'ai juste laissé les preuves parler. Les retombées ont été quasi immédiates. En quelques heures, sa page Instagram a disparu. Je ne sais pas si elle l'a supprimée ou si quelqu'un l'a signalée jusqu'à l'oubli, mais elle n'était plus là. Le lendemain matin, son planning de cours avait disparu du site du studio, et son nom avait été discrètement retiré de la page direction. La femme qui avait bâti sa réputation sur l'équilibre et la vérité l'avait perdue en moins d'1 jour. Elle n'a rien dit tout de suite. Pas de larmes. Pas de dispute. Juste silence. Peut-être qu'elle ne savait pas d'où ça venait, ou peut-être qu'elle le savait mais ne pouvait pas se l'avouer. Mais je le voyais. La façon dont ses yeux guettaient son téléphone toutes les 10 secondes, attendant la prochaine notification. La façon dont sa posture s'affaissait d'heure en heure. La tension dans ses épaules. Ses disparitions soudaines aux toilettes. Ses éclats subis sur les «
à terre, ailé, jaloux, en ligne. Elle a dit qu'elle avait besoin d'une pause des réseaux. Je n'ai rien dit. Les filles étaient encore trop petites pour comprendre, mais même elles sentaient que quelque chose clochait. Lise essayait de garder la face avec elle, mais son charme habituel ne passait plus pareil. Elle semblait fatiguée. Effilochée. Petite. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Pas de célébration. Pas de check dans le miroir. Juste une forme de justice calme, régulière. Pas parce que je voulais la blesser mais parce que je ne pouvais pas la laisser continuer à blesser les gens tout en portant une auréole. J'ai passé ces jours à garder la tête baissée, faire le dîner, aider aux devoirs, lire les histoires du soir comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Il n'a pas fallu longtemps pour que tout ce qui couvait en coulisses se retrouve au tribunal. Une fois les preuves envoyées, la tension silencieuse dans la maison ne pouvait plus tenir. Lise a arrêté de faire semblant. Elle parlait à peine. Les filles posaient plus de questions. Je leur donnais des réponses douces. Du genre, papa et maman réfléchissent, et tout ira bien. Je n'ai jamais dit du mal d'elle devant elle. Pas besoin. Les dégâts étaient déjà visibles dans l'air qu'on respirait. Mon avocate était affûtée, expérimentée, calme. Elle s'appelait Béatrice, et elle avait la réputation d'être implacable mais juste. Elle ne faisait pas de promesses en l'air, juste demandait les faits, et ce que je voulais. Je veux la garde exclusive, ai-je dit. Je veux la maison. Je veux qu'elle parte. Elle a hoché la tête et dit, bien. Alors on construit là-dessus. La date du tribunal est arrivée plus vite que prévu. Nous sommes entrés par des portes séparées. Lise portait une robe gris pâle, cheveux nets, et cette même écharpe délicate qu'elle serrait quand elle était nerveuse. Celle que sa sœur lui avait offerte des années avant notre mariage. Elle ressemblait à quelqu'un qui allait à la messe, pas au tribunal. Yeux baissés, lèvres pincées, mains tremblantes. J'avais vu cette écharpe quand elle riait au barbecue et quand elle berçait nos bébés. Maintenant, elle ressemblait à un accessoire dans une pièce qu'elle n'avait pas bien répétée. Mon avocate a parlé en premier. A tout exposé. Photos. Log. Messages. Déclaration de témoins. Reçu d'hôtel. Vidéo de surveillance. Ça ressemblait à un documentaire complet sur la trahison, mais présenté sans drame, juste des faits froids. Date, heure, action. L'avocat de Lise a essayé de dire que c'était mal interprété, que les messages étaient hors contexte, que les choses étaient compliquées à la maison. Puis est venu le coup émotionnel. Lise a invoqué des problèmes de santé mentale. Elle a dit qu'elle ne pensait plus clairement. Qu'elle se sentait invisible et négligée. Que la pression d'être mère et femme d'affaires l'avait poussée à faire de mauvais choix. Je l'ai regardée pleurer. Grosses larmes. Épaules secouées. À un moment, elle a pris l'écharpe et l'a serrée contre sa poitrine comme si ça pouvait effacer l'épreuve. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas regardé le juge ni le greffier. J'ai juste fixé la femme que j'avais connue et me demandé comment elle s'était éloignée à ce point de nos débuts. Béatrice a répondu calmement à l'appel émotionnel avec plus de faits. A montré comment Lise avait eu le temps de planifier des réunions, réserver des hôtels, coordonner avec 2 hommes différents, et maintenir des apparences publiques tout en m'envoyant des messages doux et en couchant nos filles. Rien ne collait avec quelqu'un débordé. Ça collait avec quelqu'un qui pensait ne pas se faire prendre. Le juge n'a pas traîné. Garde exclusive pour moi. La maison restait à moi, elle avait été achetée à mon nom avant le mariage, et je l'avais entretenue. Lise aurait des visites supervisées 2 fois par mois. Pas de nuitée. Pas de voyage sans accord. Elle a emménagé chez sa mère de l'autre côté de la ville. Ça aurait dû être la fin, mais les gens comme Lise ne lâchent pas si facilement. 2 semaines après le jugement, elle s'est pointée à ma porte. Elle n'avait pas appelé. A juste frappé doucement, régulièrement comme si elle n'était pas sûre que je répondrais. J'ai ouvert pour la trouver là en jean et pull, cheveux bien brossés, visage nu, yeux rouges et gonflés. Ses mains tordaient cette même écharpe autour de ses doigts. Marc, a-t-elle dit, voix à peine audible. Je n'ai rien dit. Je peux entrer? Non. Elle a baissé les yeux, s'est mordu la lèvre, puis m'a regardé. Je voulais juste parler. Je sais que je ne te dois rien. Je sais que j'ai tout gâché. Toujours silence. Je n'ai pas voulu que ça aille si loin,
a-t-elle continué. Ça a commencé petit et je me suis perdu. Perdu. C'était son mot. Elle a tendu la main vers mon bras comme pour combler l'espace. Ses doigts ont effleuré ma manche. C'est là que j'ai reculé. Lise, ai-je dit. Tu ne t'es pas perdu. Tu as pris l'itinéraire panoramique via la ville de la trahison et tu t'es garé dans l'allée de l'hypocrisie. Elle a cligné des yeux, stupéfaite. Et tu y es resté, ai-je ajouté. Tu as planté la tente et allumé un feu. Ce n'était pas un accident. C'était un choix. Les larmes ont remonté, et elle a essayé de parler, mais sa voix s'est brisée. Je veux ma famille, a-t-elle fini par dire. S'il te plaît. Je t'aime encore. Je l'ai regardé longtemps. Et pendant une seconde, j'ai vu la femme que j'avais épousée, la version en laquelle je voulais croire. Mais ce n'était pas réel. Ça ne l'avait jamais été. Pas complètement. On peut aimer quelque chose et le détruire quand même, ai-je dit. C'est ce que tu as fait. Elle est restée là, tremblante, serrant toujours l'écharpe comme si elle pouvait envelopper toutes ses erreurs. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête. Je te crois. Mais désolé ne répare pas ça. Elle a ouvert les bras, peut-être dans l'espoir d'un câlin. Je n'ai pas bougé. J'ai dit « Au revoir, Lise » et j'ai fermé la porte. Elle est restée là encore une minute. Je l'ai regardée par la fenêtre, hors de vue. Finalement, elle s'est retournée et a descendu les marches. Elle n'a pas regardé en arrière. Dedans, la maison était calme à nouveau. Les filles jouaient à l'étage, le chien roulait sur le canapé. L'air semblait plus clair, comme si un poids avait enfin été emporté. Ce n'était pas la paix. Pas encore. Mais c'était le début. Et je prenais ça plutôt que des mensonges n'importe quand. La vie est différente maintenant. Plus calme. Plus prévisible. Elle n'est pas remplie de grands gestes ou de moments dramatiques, et j'aime ça comme ça. Il y a une forme de paix dans l'ordinaire que je n'avais jamais appréciée avant. Je me réveille dans une maison qui ne ressemble plus à un décor de théâtre. Elle est vraie. Elle est à moi. Les filles vont mieux que je n'aurais osé espérer. Les enfants sont résilients d'une façon que les adultes ne sont pas. Elles posent encore des questions sur leur maman, surtout les jours où elle était plus présente, anniversaire, rentrée, fête. Je garde ça simple. Maman travaille sur elle-même, dis-je. Et ce n'est pas un mensonge, ou du moins pas un cruel. Peut-être qu'elle le fait. J'aime à penser qu'elle le fait. Nous avons nos routines. Petit-déj à l'îlot cuisine, les filles qui rient avec des chaussettes dépareillées. On fait pizza le vendredi, crêpes le samedi, et randonnée le dimanche. C'est notre truc la rando. Nous trois dans les bois, petits sacs à dos remplis de goûters et bouteilles d'eau, bottes qui piétinent les feuilles. Elle pose des questions sur les arbres, les insectes, les nuages. Je réponds ce que je peux et invente le reste. Elle ne semble jamais remarquer. Il y a quelque chose de réparateur à voir ses enfants s'épanouir après que tout s'est effondré. Je craignais qu'elle porte le poids de ce qui s'était passé. Que le silence entre Lise et moi laisse des cicatrices. Mais j'ai découvert que les enfants n'ont pas besoin de perfection. Ils ont juste besoin de se sentir en sécurité. Aimer. Entendu. Je peux faire ça. Le boulot est stable. Les gars de la garde savent que quelque chose s'est passé, mais ils sont respectueux. Personne ne fouille. Ils gardent les blagues légères et le café fort. Je reste occupé. Les nuits sont calmes une fois les filles couchées. Parfois je lis. Parfois je m'assois avec une bière fraîche sur la terrasse arrière, à écouter le vent dans les arbres. Quant aux autres, Éric et Benoît ont tous les deux pris leur chute. Le divorce d'Éric a été rapide. Sa femme n'a pas retenu ses coups. D'après ce que j'ai entendu, elle a vidé leur compte, pris les enfants, et emménagé chez sa sœur. La dernière fois que j'ai vérifié, il essayait de se réinventer coach de vie fitness, vendant des compléments et poudres énergétiques en ligne. Ses posts sont pleins de citations motivantes et selfies torse nu. Je ne le suis pas, mais quelqu'un de la ville m'a forwardé une de ses vidéos avec la légende « Ce mec est un clown maintenant ». Benoît ne s'en est pas mieux sorti. Sa femme l'a cogné dur au tribunal, a pris la maison, la plupart du portefeuille immobilier, et l'a laissé se débrouiller. Les deals de développement dont il se vantait sont tombés à l'eau discrètement. Le bouche à oreille compte.
La réputation compte quand ton business repose sur des poignées de main et la confiance. Maintenant il vit dans un appart en centre-ville, et j'entends qu'il essaie de repartir. Mais les gens se souviennent. Je n'ai pas eu à les ruiner. Ils l'ont fait eux-mêmes. Tout ce que j'ai fait, c'est allumer la lumière. Lise m'écrit encore. Pas tous les jours, mais assez souvent pour que je sache qu'elle n'a pas lâché. Les textos sont courts. J'espère que tu vas bien. Dis aux filles que je les aime. Je pense à toi. Je ne la bloque pas. Je veux qu'elle voie le calme que j'ai trouvé sans elle. Pas par cruauté mais parce que c'est la vérité. Je ne réponds pas. Il n'y a plus rien à dire. Parfois je me surprends à repenser aux premiers jours. Avant tous les mensonges. Quand nous construisions cette vie. Elle fredonnait dans la cuisine en faisant du thé. Portait ses vieux pantalons de pyjama en polaire et volait la couette. Elle posait sa tête sur ma poitrine pendant qu'on regardait des films, sa main traçant des cercles sur mon bras. Cette version d'elle me manque. Celle que je croyais réelle. Mais j'ai appris quelque chose d'important. On peut aimer quelqu'un de tout son cœur et quand même partir. Pas parce qu'on a arrêté d'aimer, mais parce qu'on a commencé à s'aimer assez pour savoir qu'on mérite mieux. Je crois encore en l'amour. Je crois à reconstruire. Aux secondes chances, juste pas toujours avec la même personne. Ma maison est plus calme maintenant. Il y a du rire dedans à nouveau, mais il n'est pas forcé. C'est bordélique et vrai. On brûle les toasts. On oublie les devoirs. On danse dans la cuisine en chaussettes dépareillées. Les filles se disputent pour des bêtises et se réconcilient 5 minutes après. Je les borde chaque soir, et elles tiennent ma main comme si c'était la seule qu'elles auront jamais. Je ne suis plus le même homme qu'il y a un an. Un peu plus vieux dans les yeux. Un peu plus lent à faire confiance. Mais ancré d'une façon que je n'étais pas avant. Il y a de la force à survivre à ceux qui essaient de vous briser. Et de la grâce à apprendre à revivre, pas amère, juste plus sage. Est-ce qu'elle me manque? Bien sûr. Certaines nuits. Certains matins. Quand je trouve de vieilles photos dans les tiroirs ou entends une chanson qui me ramène en arrière. Mais je ne manque pas le chaos. Je ne manque pas les doutes, le silence, la douleur de la trahison cachée derrière des sourires forcés. Je manque l'histoire que je croyais qu'on écrivait. Mais j'aime la paix plus. Et c'est ce que je choisis chaque jour, la paix plutôt que faire semblant. La vérité plutôt que le confort. Et l'avenir plutôt que le passé. Toujours debout. Toujours en guérison. Un pas calme à la fois. Partagez vos réflexions dans les commentaires, qu'auriez-vous fait à la place du héros? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et likez-la.